Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre stage des éducateurs 2020, version en ligne, ici à l'ARES Lanaudière. Je suis Kevin Mendes-Drought, le directeur technique, et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir comme invité Jason DiTullio, notre ancien directeur technique et aussi actuellement l'entraîneur-chef de l'équipe U17 à l'Académie de l'Impact de Montréal, et aussi Mike Servo, notre responsable du programme sélection régionale, qui est là pour faire une discussion table ronde que je pense que vous allez très bien apprécier par rapport au rôle de l'éducateur. Donc, sans tarder, on lance là-dedans et c'est parti, on se voit à la fin. Donc, pour rentrer là-dedans tout de suite, donc première question, je le lance à Jason. C'est pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre éducateur et entraîneur? Si oui, pourquoi et comment? Bien sûr, je pense que c'est très simple, mais avec beaucoup de détails. Un coach, un entraîneur versus un éducateur, c'est deux choses différentes, mais super important de toujours avoir ça dans ton environnement. Donc, la première partie qui est le coach, c'est tout ce qui est le terrain. De reconnaître c'est quoi les caractéristiques que vous êtes en confiance avec en termes de développer un joueur de haut niveau, mais aussi de tomber en amour avec le sport. Donc, tout ce qui est terrain est tomber en amour avec le sport. Je pense que chaque entraîneur a la responsabilité de développer un joueur complet. Après ça, il y a l'éducateur qui est tout ce qui est valeur, éthique de travail, confiance, humilité, tout ce qui est dans ton environnement pour utiliser le sport pour éduquer des jeunes hommes ou des filles. Et si ensemble, tu peux avoir les deux, c'est là où ton environnement est plus facile à travailler et que les joueurs et joueuses peuvent progresser. Mike, pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre entraîneur ou éducateur? Alors, honnêtement, c'est un peu on peut le regarder un peu comme une question piège parce que, certainement, il va y avoir plusieurs qui vont penser, mais c'est la même chose, c'est juste une autre façon de le dire, mais je suis tout à fait d'accord avec Jason. Il y a une différence. Comme il a dit, le côté terrain, vous avez besoin plus d'une connaissance, des compétences du foot pour justement passer ces messages-là. Des caractéristiques, que ce soit technique, tactique, quoi que ce soit, ou ce que l'éducateur est vraiment plus, si on pense à l'éducateur en école, c'est vraiment plus guider les jeunes vers certaines réalisations, objectifs et même progression dans leur propre domaine. Alors oui, tout à fait, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Donc, j'aime le point que tu viens de dire. Donc, l'éducateur, ça vient du mot éducation. Donc, on est là pour fournir tout ce qui est les outils. Et après, la question, c'est est-ce qu'on peut être un entraîneur sans être un éducateur ou est-ce qu'on peut être un éducateur sans être un entraîneur? Est-ce qu'un entraîneur, donc on parle de tous nos niveaux, on a tous travaillé dans avec des plus bas, dans les plus bas âges, des U5, des U8, des U9. Et là, Jason est rendu entraîneur de l'équipe U17 de l'Impact de Montréal, l'Académie. Donc, est-ce que tu peux être un sans l'autre? Moi, je pense que tu peux être un sans l'autre, mais tu ne vas pas avoir beaucoup de succès. Dans les deux, je pense que la communication et connaître les joueurs est la base. C'est le fondamental. Donc, quand tu connais tes joueurs, quand tu connais la situation familiale, quand tu connais quel bouton, quand les pousser, avec une très bonne méthode, mais c'est dans cet environnement-là où les joueurs peuvent progresser et continuer à tomber en amour et ils ont envie de progresser parce qu'ils savent, en français, il y a un mot bienveillance. Donc, le moment où le joueur et les joueuses, ils savent que l'entraîneur, il est là pour l'aider, pour progresser, pour atteindre son potentiel, mais en même temps, pas seulement sur le terrain, mais sur un plan social. Je pense que c'est avec tout ça, le package qu'on peut bien travailler. Donc, pour répondre à ta question, tu peux faire les deux. Je connais des entraîneurs qui est vraiment dans le social et moins dans les techniques ou tactiques ou très dans le tactique. Mais éventuellement, pendant leur carrière, même avec des jeunes, pour tomber en amour, il faut connaître les joueurs, il faut avoir cette communication. Donc, pour moi,
oui, tu peux faire les deux, mais pour avoir du succès, je pense que les deux doivent être dans l'environnement tous les jours. Je ne sais pas si Mike, tu veux ajouter là-dessus, mais c'est souvent on fait le lien que, OK, quand, on ne veut pas qu'un coach, avec des U8, des U9, des U10, on ne veut pas que tu sois juste sur la tactique, la partie technique non plus, etc. C'est un peu de trouver un mix, mais et comme tu as dit souvent, Jason, ton job, c'est d'assurer que le jeune il tombe en amour avec le jeu. Et si vous avez vu notre première vidéo, on a parlé de notre vision comme ARS Lanaudière, c'est de grandir et inspirer l'amour du jeu. Et ça, c'est la base. Et dès qu'on a ça, ça nous amène au prochain niveau. Un jeune, sans ça, tu ne peux rien faire. Et là, on pense à un coach professionnel. On prend Thierry Henry de l'Impact de Montréal, qu'il est peut-être, est-ce qu'il est moins éducateur parce qu'il est plus un peu manager, il est plus en train de gérer l'équipe? Ou est-ce qu'il va avoir des moments où il doit aussi éduquer les joueurs? Ou est-ce qu'il est juste en train de guider? Est-ce qu'il est plus entraîneur? Donc, il y a ça à faire le lien, mais je pense, comme Jason a dit, tu ne peux pas être un sans l'autre et tu dois combiner les deux. Ouais. Yeah, juste pour ajouter sur ça, Jason, je crois qu'il a mentionné quelque chose de très important. Il a mentionné la confiance et la communication. Et pour tomber en amour du jeu, il faut que les lignes de communication soient ouvertes entre éducateurs, entraîneurs et joueurs. Et en plus, l'éducateur ou l'entraîneur doit être comme un point de repère de confiance pour les joueurs. Les joueurs doivent être capables de prendre un peu de confiance de leur éducateur ou de leur entraîneur, ou bien d'avoir la confiance d'aller les approcher pour les parler, pour demander des questions ou quoi que ce soit. Puis on le voit, moi, personnellement, vous connaissez très bien, je n'ai jamais entraîné ou bien joué au niveau professionnel, mais on entend souvent dans les nouvelles où il y a des lignes de communication qui ne sont pas bien établis entre entraîneurs et joueurs. Puis c'est là où les problèmes commencent à vraiment sortir un peu plus. Donc, pour moi, c'est vraiment de projeter cette confiance-là puis de toujours garder les portes de communication ouvertes. Et au soccer ici au Québec, au Canada, on est en train de vivre une réforme. Et dans cette réforme-là, on n'est plus un entraîneur d'une équipe. Par exemple, dans mon club, on travaille dans le CDC, on travaille avec des cohortes de joueurs et il y a libre mouvement entre les joueurs, entre les cohortes. Donc, c'est plus de sortir. Je pense que maintenant, plus que jamais, c'est l'importance de sortir de cette mentalité que c'est moi et mon équipe et mes joueurs. Et avec cette mentalité, c'est toujours court terme et on pense à nous, l'éducateur en premier, versus qu'on devrait être en train de toujours penser pour le bien-être du jeune. L'environnement où est-ce qu'on est en ce moment, ça va déterminer quelle approche, je pense, plus qu'on va prendre parce que dès qu'on arrive vers le stage de Jason, je suis un joueur de 17 ans, l'entraîneur et les objectifs, ça devient beaucoup plus différent que un entraîneur peut-être U17, mais je suis dans le 2A, ou je suis dans le A ou dans le vieux système, si on appelle ça, et par rapport à l'âge. Donc, je ne sais pas si, pour toi, Jason, toi, tes rôles et responsabilités comme entraîneur U17 d'une académie professionnelle, et quand tu rappelles quand toi, tu étais en train de travailler dans une région, dans un club amateur, etc., comment tu vois la différence un peu des rôles et comment est-ce que l'éducateur doit être à ce moment-là? Oui, c'est sûr que c'est différent maintenant en termes des objectifs, les méthodes qu'on va utiliser, mais la base est toujours la même. C'est te demander pourquoi tu veux coacher. Le compétiteur dans chacun de nous autres va toujours être là. Et comment on gère cette compétition? Bien, pour moi, il y a deux choses. Il y a la façon d'être très, très exigeant avec toi-même pour que après 3 mois ou après 6 mois, est-ce que tu as vraiment vu un joueur progresser sur le terrain et à l'extérieur? Et après aussi, il y a les résultats, on va dire, des parties, parce qu'on est tous des compétiteurs. Mais c'est la base de dire, est-ce que mon joueur, il a progressé? Est-ce qu'on a vu cette progression? Et c'est avec cette progression, si tout le monde progresse, mais après, en termes
les matchs, on va voir cette progression et après, ça peut tourner dans les résultats et tout ça. Donc, c'est ça, c'est un peu tout ça, cette différence, mais la base doit être le même. Je viens sur le terrain parce que j'adore le sport. Je veux trouver le potentiel, de connaître le potentiel de chacun sur un point social et sur le terrain. Et après, de trouver les méthodes. Comment est-ce que tu travailles? Et on dit ça souvent, pourquoi avoir des valeurs? Pourquoi il faut arriver une demi-heure en avant? Pourquoi si on voit une personne âgée qui a besoin d'aide, pourquoi je vais l'aider? Mais parce que tout ce qu'on fait dans la vie, et pour moi, c'est quelque chose où j'ai continué à apprendre avec l'expérience, c'est tout ce que tu apprends dans la vie ou sur le terrain, c'est inversé. Tu peux l'utiliser. Donc, d'aider quelqu'un, c'est aussi d'aider quelqu'un à avoir le soutien sur le terrain. Donc, tu vas faire un pressing, le ballon est joué. Comment tu réagis? Ah, j'ai fait mon travail, donc là, je laisse mon coéquipier tout seul. Ou est-ce que je vais avoir cette empathie? Est-ce que je vais être là pour aider mon coéquipier, pour faire un back press, un double team, ou prendre la place à un de mes joueurs? Donc, si les personnes y comprennent le pourquoi c'est important de faire certaines choses, après, c'est aussi facile de partager toutes ces expériences-là sur le terrain. Et c'est sûr que dans un monde amateur, il y a des étapes. Il y a des petites étapes, comment on a travaillé ensemble, de dire, OK, à U8, U9, U10, à la fin de U10, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le seuil techniquement qu'on veut qu'un jeune de 10 ans va avoir? Qu'est-ce qu'on veut en termes de valeur? Est-ce que c'est important de partager à U8, U9 quand on sait qu'un jeune, il veut son ballon et tout? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette autonomie, on va dire, d'un jeune pour dire, OK, peut-être je ne peux pas partager le ballon. Donc, peut-être on ne va pas travailler sur la possession et plus sur l'individuel. Et quand tu mets tout ça ensemble et tu travailles correctement et bien planifié, je pense que c'est là où on peut voir la progression et c'est prouvé qu'on voit la progression beaucoup plus vite. Super intéressant. Les parallèles de ce qu'on apprend dans la vie, comment ça peut être. C'est littéralement la même chose qu'on est sur le terrain, mais juste dans un scénario différent. Et je pense que, comme tu as dit, c'est jamais trop tôt d'enseigner des valeurs à travers le jeu et à travers le ballon à des petits jeunes de 8, 9, 10 ans. C'est là l'âge où on commence à devenir des personnes où on peut réfléchir un peu plus pour nous-mêmes. Je commence à comprendre que nous deux ou à trois, on peut battre ce défenseur-là. Et c'est là les moments importants. Mike, pour toi, c'est quoi les caractéristiques aujourd'hui d'un éducateur ou un entraîneur? Quelles sont les caractéristiques non négociables qu'il faut avoir pour avoir du succès aujourd'hui en termes de… Premièrement, ça dépend sur quoi tu vas déterminer comme succès. Right? Si tu vas simplement déterminer ton succès sur les résultats que vous allez atteindre ou pas atteindre lors de la saison, ça va dépendre sur votre fiche. Mais on a parlé de ça, puis quand Jason parlait de pourquoi, j'ai commencé à sourire parce que ça fait penser à notre première partie du webinaire où on a parlé du Golden Circle, où c'est vraiment la raison pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es entraîneur? Pourquoi tu es formateur, éducateur? On peut utiliser n'importe quel mot, mais c'est vraiment ça. Alors, la réponse et les caractéristiques de cette réponse-là à la question de c'est quoi le succès pour moi, ça va dépendre sur ça. Alors, pour moi, c'est sûr que la responsabilité, puis Jason a parlé de ça avant aussi, il faut se tenir responsable. Parce que si nous, comme entraîneurs, on ne se tient pas responsable, comment est-ce que les joueurs vont se tenir responsables? À la fin de la journée, en tant que formateur, éducateur, entraîneur, comme vous préférez, là, tu es un exemple. Tu es pratiquement, je vais utiliser le mot idole pour certains de ces joueurs et joueuses-là. Est-ce que tu vas être une idole pour tous tes joueurs et toutes tes joueuses? Non, mais peut-être pour certains. Puis c'est une grande responsabilité. Alors, il faut tenir ça dans la tête à tout temps. Puis il faut le plus possible donner un bon exemple. Puis pour moi, en tant qu'entraîneur, puis on l'a vécu avec Jason l'année passée quand il était avec nous, c'est d'avoir une bonne cadre de valeur, parce que c'est ça, parce que si tu crois en quelque chose, dès que tu es affronté avec une question, ce n'est pas un problème de le répondre, parce que
tu crois en quelque chose, alors tes croyances vont juste répondre facilement. Alors, c'est ça. Si tu peux, Yeah, si go je ahead, go peux ahead. utiliser une anecdote de qu'est-ce qu'on a vécu. You know, pour moi, par exemple, je vis dans un environnement où il faut couper des joueurs et briser Des des cas. des cœurs du joueur, des parents, de tout le monde. Et c'est très, très difficile. Mais parce qu'on travaille d'une certaine façon en termes de valeur avant, les parents maintenant sont beaucoup plus, peut-être ils n'ont pas d'accord avec la coupure. Ils finissent toujours pour nous remercier parce que le temps où ils étaient dans notre environnement, ils ont appris des choses, ils ont appris les valeurs, ils ont appris à comment être gentil, avoir la confiance dans quelque chose, mais se regarder dans le miroir et dire « Désolé, j'ai fait une erreur ». Et si on veut faire le parallèle avec le terrain, l'année passée au régional, on était confiants, on avait 2 très bonnes équipes qu'on sait que les clubs ils ont bien travaillé dans leurs environnements avec le peu de temps qu'on a eu de travailler avec eux et qu'on a perdu les demi-finales. C'est le travail qu'on a fait en termes de valeur et dire, OK, même si tu travailles bien, la vie est difficile. Même si tu joues bien, tu peux perdre. Et même quand tu joues pas bien, mais on n'a pas gagné et on n'a pas bien joué cette demi-finale, mais c'est comment ils ont réagi le lendemain. Absolument. Et moi, j'étais très, très fier de voir comment vous avez travaillé avec vos équipes et de passer ce message. Parce que c'est très facile à pointer les doigts et dire tout le monde voulait la médaille d'or, mais finalement, c'est plus réel. Et j'ai vu, et je faisais partie des équipes, quand l'objectif final n'est pas atteint, on baisse les bras, on commence à pointer, mais de l'environnement, cette soirée-là, tout le monde était déçu parce qu'on partage la passion. On veut être déçu quand ça ne marche pas. Mais c'est comment on réagit le lendemain. Et ça tu ne veux pas juste dire, OK, aujourd'hui, on joue pour la médaille de bronze. C'est comment tu as travaillé pendant des mois et des mois quand c'était difficile à l'entraînement. Comment un entraîneur, il coach. Comment il réagit après qu'un joueur fait quelque chose après 3 fois que tu ne l'as pas dit pendant les moments difficiles. C'est ça la préparation pour les moments de big moments, on dit, en termes de championnat. Et donc, c'est pas juste de dire valeur 4. Parce que comme dans la vie, quand tout va bien, quand la copine est contente, tout va bien. C'est pendant les moments difficiles. C'est tout le travail, toute la base, les fondamentaux que tu as mis en place pour ces moments-là. On va avoir des bas, mais c'est de ne pas rester là trop longtemps et retourner. Et c'est à cause de ça qu'on parle souvent de la grinta. C'est ça, la grinta. C'est exactement ça. C'est d'avoir la grinta pour jamais perdre ou jamais perdre individuellement. On ne parle pas toujours de résultats, mais de dire je vais travailler. Mais même quand tu perds et tu vas perdre, tu ne vas pas avoir du succès parce que tu as cette grinta dedans. Le lendemain, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Et voilà, nouveau défi devant moi, je vais être le meilleur aujourd'hui. Et quand tu as cette mentalité-là, oui, tu vas avoir des hauts et des bas, mais tu vas avoir des hauts. Et on vit pour des hauts dans la vie. Et pour un éducateur et un entraîneur, c'est exactement ça. Tu peux bien travailler, tu peux avoir les meilleurs joueurs, puis ça ne va pas marcher. Mais c'est comment tu travailles tous les jours. Comment tu travailles cet environnement-là qui va t'aider à avoir plus de succès sur un point humain et terrain. Tout à fait d'accord avec toi, Jason. C'est pour ça que maintenant, nous avons à la région, ça fait quelques mois maintenant, mais quelques semaines où on a commencé à l'intégrer dans notre message, où naturellement la pandémie a tombé. Alors, c'est pour ça que je dis quelques semaines, où on a commencé à passer le message d'être la meilleure version de soi-même à chaque jour, parce qu'il va y avoir des journées difficiles, comme tu viens juste de dire. Mais c'est avoir la passion, la grinta, comme tu préfères, de le lendemain, de se lever et d'aller chercher encore ton maximum et d'aller chercher la meilleure version de toi-même à la fin de la journée. C'est l'important, c'est l'été, ce même moment, le TSR 2019, là, c'est le lendemain qu'on a réalisé, on a tout remis en question, on a tout fait, on a toujours dit on veut être les meilleurs, on veut être les champions ou les championnes du tournoi, etc. Et là, le lendemain où on perd la demi-finale, les 2 équipes, et là, quand on fait le feedback avec les joueurs, et les joueurs après,
Et on commence à réaliser que, ils ont adoré tout, ils ont apprécié tout le parcours, et là, tu commences à réaliser que, c'est le résultat aujourd'hui, c'est inévitable. Tu vas perdre, tu vas gagner des matchs, mais c'est comment vous pouvez réagir le lendemain. Est-ce que vous êtes toujours motivé ou plus, et tu devrais être plus motivé le lendemain pour continuer dans le cheminement. Et c'est, cette année, ça a pris, dans nos programmes, on a commencé à intégrer un peu plus tard. Et là, on a commencé à redéfinir un peu une nouvelle sorte de vision pour les programmes régionaux, des valeurs aussi. Mais c'est ça l'important de sortir là, quand tu es un éducateur, de faire ressortir ces valeurs-là et ces compétences de chaque individu pour que le lendemain, ils sont meilleurs. Et quand ils reviennent à ta séance ou qu'un jour, ils vont aller à l'Impact, ils vont être coachés par Jason, mais peu importe dans quel environnement, le jeune va avoir du succès. Et je pense, c'est énormément important. Ok, je vais juste prendre mon charger parce que je vois que mon chose va fermer. Donne-moi une seconde. Vas-y. Mais ça va nous amener parfaitement, faire le lien de Mike, quand Mike Vitulano va nous présenter l'approche holistique. C'est exactement ça, c'est d'aller toucher tous les différents parties du développement d'un jeune. Et c'est quand tu touches à tous les petits points, c'est là où l'individu va sortir et réaliser son potentiel beaucoup plus que quelqu'un qu'on néglige ça. Et c'est à cause de ça, Kev, il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu te souviens du match contre Chicago quand j'ai coaché avec les pros? Ou l'année passée, il y a quelqu'un qui a dit j'ai venu voir votre match de New England. Et finalement, je ne me souviens pas. Moi, je me souviens de les environnements, de les entraînements tous les jours, des amis que j'ai encore aujourd'hui à cause du foot. Et pour ceux qui écoutent ça, il ne faut jamais oublier ça. Que tu gagnes la partie contre deux clubs qui s'enfrontent, qui ont une histoire, correct. Mais dans 5 ans, les jeunes vont oublier tout ça. Mais c'est comment tous les mardis, jeudis où il y a des entraînements, les amis que tu fais, les coachs qu'aujourd'hui, quand j'ai la difficulté, je les appelle encore, que j'ai des anciens joueurs que j'ai coupés qui m'appellent pour... ça, c'est tout l'environnement que tu as mis en place où c'est très exigeant, puis tu me connais, je suis très, très exigeant à comment je veux travailler quand ça vient au foot, mais le soutien, le support, il est toujours là. C'est super important d'avoir tout ça, et c'est ça qu'est-ce que les joueurs vont se souvenir pour le restant de leur vie, pas les résultats de la fin de semaine. Ça me fait penser à quelque chose que, Jason, tu m'avais dit, puis je pense que tu nous l'avais tous dit dans le staff. Le foot, c'est partager les expériences et les émotions ensemble. Puis, tout ce qu'on vient juste de parler, ça me fait penser à tout ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça que tu vas t'en souvenir, et non le résultat, comme il vient juste de dire. Donc, c'est très important d'être cet pilier, cette représentation des émotions et des expériences pour les entraîneurs autour de vous, ainsi que tes joueurs et tes joueuses. Absolument. J'espère que si vous écoutez en ce moment, qu'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas réfléchi avant ou tu n'as pas mis assez d'importance dans quelques-uns de ces domaines-là. Que vous pouvez commencer à appliquer ça avec vos groupes et dans vos clubs. Un grand merci à Jason de nous rejoindre dans cette vidéo. Je sais que ton temps est très limité aujourd'hui. Et un grand merci à Mike aussi pour faire partie de la discussion. Dernier mot, les gars? Pour moi, c'est... Bon, premièrement, merci à vous deux. J'ai encore des parents et des amis que je parle encore dans la région, puis j'entends des bonnes choses. Donc, je suis content que j'ai laissé la région dans des bonnes mains. J'avais jamais des doutes. Donc, félicitations, puis continuez à travailler. Puis c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Le foot, c'est le meilleur sport au monde à cause des émotions, à cause des relations que vous avez. Et ça commence avec l'éducateur, avec l'entraîneur, de toujours être bien préparé et de ne jamais oublier que le meilleur coach au monde, c'est ceux que son joueur va revenir l'année prochaine. Si le joueur il
il signe encore l'année prochaine, puis il a envie de jouer au foot parce qu'il aime l'expérience, parce qu'il aime l'exigence, mais il y a le soutien quand il a besoin. Ça va juste, tu vas aller au travail ou tu vas aller faire ton night shift avec le sport beaucoup plus agréable. Donc, ne jamais oublier ça, que c'est un sport qu'on peut utiliser dans la vie, mais c'est aussi des expériences, cette passion de le vivre ensemble. Les joueurs, le staff, les parents et les directeurs. Bonjour encore et j'espère que vous avez apprécié cette table ronde avec Jason DeTullio et Mike Savo. Un grand merci à ces deux-là pour avoir participé à cette discussion-là. Et ça nous prépare très bien pour la troisième et dernière partie de notre stage des éducateurs qui serait bientôt disponible en ligne. Donc, jetez un coup d'œil sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Et, passez une belle journée et on se voit bientôt. Salut!